Comment protéger les cultures en misant sur la prévention? C'est le thème du débat aujourd'hui ici en direct du CIMA à Villepinte. Alors l'idée c'est de voir un peu comment il est possible d'anticiper pour éviter d'avoir à traiter en curatif derrière. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Bouillet. Bonjour Romain. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes agriculteur et développeur d'une essimeuse, on aura l'occasion d'en reparler. À vos côtés Christian Lubin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de Bigward. On aura aussi l'occasion de détailler votre innovation qui a été récompensée d'une médaille D'argent. Voilà, ici dans le cadre de ce salon CIMA. Xavier Robout, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE. À vos côtés Aurélien Pichard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Chef de produit moissonneuse-batteuse chez New Holland. Et puis pour poser les enjeux de ce débat, Christian Huyghe, donc, qui est directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Bonjour Jean-Paul. Alors le thème du débat, et d'abord je suis content de vous retrouver ce matin pour cette émission, c'est une journée qu'on a cherché à consacrer à la protection des cultures et en particulier au rôle des agroéquipements comme élément contributeur à la reconception de cette protection des cultures. Alors il ne fait pas de doute que la protection des cultures elle est obligatoire pour assurer une production en quantité, en qualité, accessible à tous. Et ce que l'on est obligé de constater à l'échelle française, européenne, mondiale, c'est qu'au cours des dernières décennies, on a assuré ça avec un usage massif des pesticides, dont on est aujourd'hui malheureusement obligé de constater qu'ils ont des conséquences à la fois sur la santé des utilisateurs, sur la biodiversité, sur l'état du milieu. Bon, la santé des utilisateurs, ça s'améliore puisqu'il y a un retrait progressif des CMR et des PE, même s'il en reste encore un peu. Alors, la recherche et la recherche appliquée en France, en Europe, conduisent beaucoup de travaux pour développer des nouveaux modes de production, économes en intrants, économes en pesticides, qui sont basés sur la diversification, sur les régulations biologiques, sur le levier génétique, sur le biocontrôle, mais aussi sur les agroéquipements. Et en fait, ce que ces nouveaux leviers mettent en avant, c'est qu'au lieu de chercher à tuer, et si on dit pesticide, c'est parce que cide veut dire tuer, au lieu de chercher à tuer, on cherche à réguler, donc à réduire la pression des adventices, pression des maladies fongiques, des maladies bactériennes, virales, enfin tout ce que vous voulez, et des insectes. Mais objectivement, si on veut que ces leviers soient efficaces, il faut que la pression soit réduite. Et donc il faut qu'il y ait une prévention, une prophylaxie, d'où l'idée de prévenir et de donner une place plus forte à la prophylaxie. C'est intéressant de voir que ce concept, en fait, il est très vivant en santé animale. La protection des animaux, elle passe par énormément de prophylaxie. En protection des cultures, on a un peu abandonné. Alors ça peut se comprendre, un éleveur, il est extrêmement sensible à l'état de santé de ses animaux parce qu'un animal malade souffre. Et donc avant d'avoir une baisse de production, il souffre. Alors que peu de gens sont sensibles à la douleur du blé attaqué par la septoriose, quoi, quand même, objectivement. Et donc la question de la prévention, elle pose la question à la fois des leviers pour faire ça, et la question de la capacité qu'on a à mesurer. L'expression que Xavier utilise souvent, c'est comment on rend visible l'invisible. Et c'est un élément important. Et je pense que c'est tout ça que nous allons être amenés à évoquer ce matin. Et donc, Jean-Paul, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Et on va démarrer par Romain. Romain, vous avez mis au point une essimeuse. Et là, on est vraiment dans l'idée de pouvoir capter au maximum au départ pour ne pas avoir à traiter un problème par la suite. C'est ça, voilà. Donc j'ai construit une essimeuse récolteuse. J'ai construit une essimeuse récolteuse qui est un peu différente des essimeuses, puisque là on vient ramasser les adventices qui sont venus à maturité pour les extraire de la parcelle et éviter leur multiplication à long terme. Donc pour diminuer le stock en graines dans le sol. D'accord. C'est une essimeuse que vous commercialisez, expliquez-moi. Donc moi je suis le développeur, je suis l'inventeur, agriculteur, développeur, et j'ai fait un partenariat avec Zurne pour la construction et je commercialise en France cette machine. Et à l'étranger, c'est Zurne qui la distribue. D'accord. Quel est le principe? Expliquez-moi un peu comment ça se passe concrètement. C'est une essimeuse à double lame avec des tapis de récupération et un rabatteur, comme une mini coupe de batteuse en 12 mètres, avec une trémie, une machine semi-portée. Et on vient collecter dans la trémie, via la circulation des tapis, les mauvaises herbes. Tous les agriculteurs vous en achètent? Les agriculteurs bio, les agriculteurs conventionnels, aussi les entrepreneurs. Aussi des cultures spécifiques, où là on veut, à l'inverse, récupérer la porte-graine.
Parlez bien près du micro. Pardon. Voilà. Et ça nécessite en fait le fait de les convaincre. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de convaincre un agriculteur d'adopter un passage avec une essimeuse? Alors, par les démonstrations, c'est assez facile, notamment dans du vulpin ou du régras, où quand on passe et qu'on fait un comptage, les chiffres sont là, donc c'est assez facile de convaincre avec les démonstrations. Après, ça reste des machines assez chères, donc, qui sont parfois pas utilisables toute l'année. Donc voilà, faut mesurer le pour et le contre. Donne-nous un ordre d'idée de prix. Donc ça augmente tous les mois, hein, entre 80 Il y a beaucoup d'acier. Pardon? Parce qu'il y a beaucoup d'acier notamment. D'hydraulique, ouais, surtout, les composants. Donc entre 80 et 90 000 euros pour une 12 mètres. D'accord. Pourquoi elle est si lourde, si imposante? Je vous ai vu au tout départ de l'innovation, c'était quelque chose d'assez simple qu'on mettait au départ devant un tout petit tracteur. Ça, c'était pas tout le départ de l'innovation. C'est un produit intermédiaire justement qu'on a fait pour les matières qu'on ne voudrait pas récupérer, notamment le chardon avant qu'il soit à fleur. Donc il n'y a pas nécessité de récupérer la fleur si elle est pas montée en bouton. Donc ça, c'est un produit intermédiaire qu'on a développé pour monsieur tout le monde, quoi. Et puis aujourd'hui, vous avez que de la grande largeur aussi, c'est ça l'enjeu. On a du 9, du 12 mètres, on avait du 18 mètres, mais j'arrive pas à l'homologuer, donc voilà, c'est de la machine isolée, du prototype qui est resté prototype. Voilà. Pourquoi si lourd? On n'est pas si lourd, hein. C'est une machine de 3 tonnes 4 en semi-portée. J'ai des concurrents en relevage avant qui sont aussi presque à 3 tonnes, donc je veux pas... Voilà. C'est pas une machine très lourde, elle est volumineuse parce qu'il y a une trémie de 6 mètres cubes et des rampes de 12 mètres, et vu qu'elle est semi-portée, c'est tout de suite impressionnant. Mais voilà. On essaye d'élargir quand même le travail pour éviter d'avoir trop de passages, notamment en conventionnel, qui n'ont pas forcément des passages de roue tous les 6 mètres. Christian l'a dit, on a enlevé des filets de sécurité, on a des problèmes de résistance d'adventice, c'est un véritable problème aujourd'hui. Et pourtant, est-ce que c'est en France que vous en vendez le plus ou c'est plutôt à l'étranger? Pour l'instant, c'est en France parce que du temps où j'ai fait mes prototypes, j'ai fait beaucoup de prestations. Donc j'avais déjà commencé à faire de la communication avec cette machine avant même qu'elle soit construite. Donc j'avais des clients en attente de cette machine. Donc j'ai une longueur d'avance sur les autres pays. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'avenir, ça soit la France qui achètera le plus cette machine. Peut-être l'Angleterre, peut-être... voilà. D'accord. Aurélien Pichard, est-ce que vous nous parlez un peu de vos deux innovations en lien avec notre sujet? Alors, des innovations, on en a beaucoup. Si on parle de prophylaxie, comme vous le disiez, alors on n'a pas vraiment sur un capteur, mais on va être sur un système qu'on a développé et qu'on présente là sur le CIMA. Et ça rejoint un petit peu le système de l'essimeuse, mais on travaille soit après, soit avant. C'est un destructeur de graines d'adventice qui est logé donc à l'arrière de la moissonneuse-batteuse. Donc en lieu et place de l'éparpilleur de menu-paille, en fait, on a un broyeur et on récupère tout ce qui sort du caisson, donc que ce soit graines d'adventice et aussi la menu-paille, et on va venir la broyer. Alors ça, on va dire, c'est la base du concept, mais on s'est vite rendu compte avec ces systèmes-là que c'est consommateur de puissance, et par moment, finalement, on n'en a pas vraiment besoin. Si le champ est propre, pourquoi broyer la menu-paille et consommer du fuel et consommer du carburant? Alors on a intégré des trappes sur l'arrière du système, et on peut les ouvrir ou les fermer, on peut les piloter, donc soit en cabine, soit avec des cartes de préconisation, je reviendrai dessus après. Mais en les pilotant, si la parcelle est propre, les trappes sont entièrement ouvertes, donc la graine d'adventice, s'il n'y en a pas, va traverser très rapidement le système de broyage, et donc on va pas consommer de puissance. Par contre, si vraiment on a un champ infesté, et qu'on a une volonté de vraiment détruire les graines d'adventice, parce qu'on a un gros problème de résistance par exemple, que ce soit en régras ou vulpin, et on va venir fermer les trappes, et à ce moment-là, on a à peu près 97% d'efficacité de destruction de graines d'adventice. Voilà. Donc ça, c'est le concept, et on le présente sur le CIMA en plus. Il est à côté de la CR, et c'est assez impressionnant à voir. Qui est une moissonneuse-batteuse, la CR. Oui, voilà. oui, moissonneuse-batteuse Newland. Le second concept. Alors, on a aussi des analyses de temps réel, donc avec des capteurs qu'on a intégrés aussi sur la moissonneuse-batteuse, avec le capteur NIR notamment. On va pouvoir venir déterminer la qualité du grain qui rentre dans la machine, en fait, son taux de protéines. Donc on est capable, en déterminant le taux de protéines, de déterminer aussi ce que la plante a exporté en azote. Ce qui est aujourd'hui très compliqué de déterminer. En fait, on ne sait pas vraiment. On peut le déterminer. Alors, il y a des méthodes avec le volume de paille, des choses comme ça, mais c'est toujours assez compliqué à déterminer. Mais avec le taux de protéines de la graine, on peut déterminer la consommation d'azote que la plante a fait, donc la consommation qui est consommée par le grain.
Et à partir de là, on a plus facile à piloter nos apports d'engrais fertilisants pour l'année suivante, quoi. Est-ce que je comprends bien la chose suivante? Avant, on avait des cartographies de rendement et Oui. là, on a des cartographies de consommation d'azote? Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, on avait des cartos de rendement et dans le même système avec ce capteur-là, on retrouve ça dans l'écran de la batteuse et on exporte nos cartographies de consommation d'azote. Pour l'instant, c'est pas commercialisé. Si le NIR, on l'a commercialisé donc depuis 2021, on en a quelques-uns de vendus en France. Ça reste un équipement qui est aussi assez cher. C'est un capteur qui est assez cher. Alors, ce qui est pas mal aussi, on essaye de lui trouver d'autres applications. Donc là, on est sur une technologie 4.0, on appelle ça. Donc, on est capable de l'adapter sur une tonalisier, on peut l'adapter, et voilà. Donc, il va servir à d'autres choses. Il ne va pas être que sur la batteuse. Et là, je pense qu'on va pouvoir avoir un petit peu plus de commercialisation. Xavier, comment vous réagissez par rapport déjà à ces 2 premières innovations? J'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, on avait identifié que les adventices, on travaillait en détruisant les plantules, qu'on travaillait avec les herbicides évidemment anti-germination ou quand les plantes étaient levées. Là, on voit bien qu'en fait, en arrivant à un moment où il y a la montée à graines, on les capture, on en enlève. Et ça, c'est un élément sur lequel on ne jouait pas sur le cycle des adventices. Et pareil avec la destruction des adventices avec le broyeur. Là aussi, on évite de recontaminer le sol. Donc ces Vous dites points-là qu'il faut sont aller très plus loin, complémentaires. là, Voilà. d'ailleurs. Alors on pourrait évidemment essayer d'imaginer aller plus loin. D'abord, ces graines qu'on récupère, elles ont une valeur marchande potentielle. On sait que dans les poulaillers industriels, par exemple, les poules sont contentes de pouvoir gratter avec la pâte des menus pailles. Et donc, quelque part, il y a un marché. Donc peut-être qu'à un moment, au lieu de les détruire, il faut peut-être simplement les exporter. Ça, c'est une piste possible. La seconde, c'est qu'effectivement, on peut continuer à travailler sur l'état du stock des graines dans le sol. Et d'abord, il y a des organismes qui font germer, qui viennent détruire ces graines dans le sol, des champignons qui vont faire des fontes de semis en fait. Et donc ça, ils sont très liés à l'activité biologique des sols. Donc on peut essayer de jouer sur l'activité biologique des sols pour diminuer le temps de survie des graines dans le sol. Et puis il y a un certain nombre d'insectes qui se nourrissent des graines et ou d'oiseaux granivores qui viennent consommer des graines à la surface du sol, donc dans les systèmes en semi-direct. Ces graines sont accessibles et fournissent une ressource alimentaire pour les organismes qui sont présents dans l'environnement. Et Xavier, est-ce que tu peux illustrer le poids, la réduction qu'il faudrait faire des retours d'adventices dans le sol? Et donc en gros, en broyant des graines, comme l'a dit Aurélien, en les prélevant, comme a dit Romain, il faut combien de temps en fait pour que ça ait un effet réel sur la baisse de pression d'adventices? Alors, il manque encore des données pour vraiment alimenter ça, mais en revanche, on a des résultats de la part des Australiens qui pratiquent ce système-là et qui montrent qu'en fait, chaque année, on gagne un petit peu. Et donc, sur une rotation, on est capable de rentrer une culture sensible. Et donc, en gros, une année sur 4, par rapport à une rotation triennale, on va pouvoir rajouter une année avec une culture difficile dans le système parce qu'on a atteint un niveau d'adventice qui est suffisamment bas pour laisser rentrer une culture qui sinon serait difficile à désherber. Donc en gros, l'ordre de grandeur, c'est peut-être l'efficacité entre quelque part un demi-traitement et un traitement complet herbicide chaque année que l'on peut cumuler progressivement sur le pas de temps de la rotation avec ces systèmes-là. D'accord. Et est-ce que ce ne serait pas un élément à pouvoir discuter avec ceux qui utilisent par exemple les cimeuses, mais pour utiliser d'autres systèmes, comment on arrive à accumuler et avoir un suivi en fait sur ces situations-là pour voir à quelle vitesse en fait le système bouge, à la fois en volume et sachant que tous les deux vous avez souligné le problème des résistances aux herbicides qui sont un vrai problème. Et en gros, on a créé la propre impasse dans laquelle on est quand même. Donc à quelle vitesse, pouvoir illustrer en fait à quelle vitesse on recule par rapport à l'impasse où on est, soit à la vitesse à laquelle on fait effectivement baisser la pression. Je pense que les suivis en conditions réelles d'agriculteurs seraient une vraie contribution. Si on veut alimenter de quoi évaluer la valeur des mesures préventives qu'on a prises en détruisant les adventices les interceptant dans le système, je crois qu'il faut absolument qu'on ait ces mesures-là à disposition. Tout à fait, oui. Et pourquoi on ne les a pas, justement? Alors, réagir à ça, c'est très dur de mesurer l'impact de ça. Parce que c'est Par cumulatif. contre, ce qu'on sait dans les moissonneuses-batteuses, c'est que si on a une tâche, par exemple, d'1 mètre de vulpin ou de raigra, sachant que la graine est plus petite, elle a tendance à passer au retour à automne de la moissonneuse-batteuse. Donc elle reste dans la moissonneuse-batteuse. Elle ne fait pas je rentre, je sors. Et elle fait quelques tours de moissonneuse-batteuse. Donc on l'étale sur 150 mètres en moyenne. C'est-à-dire que si on a une tâche de quelques mètres dans une parcelle,
On va l'étaler voilà, sur 150 mètres. C'est-à-dire vous ressemez. Voilà. Donc, alors, ça ne répond pas forcément à la question de comment on mesure, mais en tout cas, on sait que si on ne la détruit pas, on va l'étaler sur 150 mètres pour l'année suivante, quoi. Et encore, hein, vous Voilà. êtes. Ouais. Ça peut être pire que ça Ouais, je pense. Ouais. C'est pour ça Bah, qu'il y a je- plus, c'est en pour ça fait- qu'il y a plus en beaucoup fait, de tâches du pain. Oui, en fait. c'est ça. Il y en a Souvent, partout. on voit partout. Hormis les le parcelles. système de battage, il y a aussi tous les raccoins dans la coupe. Exactement, tous ouais, ouais. Et en fait, une graine de vulpin, c'est tellement petit que. Voilà. Souvent, les zones où on installe les appareils à l'entrée des champs sont ceux où il y a le plus de tâches d'adventice. Effectivement, c'est ce qu'on a sorti d'un champ, qu'on a amené dans le nouveau quand on réinstalle la machine et qu'on commence. Et donc, on voit que c'est effectivement une zone de contamination, non seulement à l'intérieur des parcelles, mais de parcelle en parcelle. Mais ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que, justement, à cause de ce coefficient multiplicateur involontaire dont on parle, plus on attaque tôt, moins on aura de problèmes à gérer. Et jusqu'à présent, on utilisait les phytos, enfin les herbicides, pour traiter ça. D'où l'ensemble de la démarche de prévention Ouais. et d'être conscient et d'être capable de mesurer qu'il y a une réalité de pression, qu'on est capable de mesurer le fait qu'on fait baisser la pression. Il faut une vraie prise de conscience du fait que, en quittant le fait d'utiliser des biocides, enfin en gros des pesticides qui tuent, et ben en fait, la seule option, c'est de réussir à prendre conscience qu'on doit passer par une baisse de pression. On était en zone de facilité. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire que c'était une facilité. Oui, c'était des processus extrêmement efficaces, objectivement, mais qui ont généré leurs propres incidences avec un impact sur le milieu et puis aussi une baisse d'efficacité. Et ce dont il faut vraiment prendre conscience, c'est que cette baisse d'efficacité, elle est inéluctable, hein, parce qu'il n'y a pas de nouveau mode d'action des herbicides qui sont découverts. Le dernier, il a été découvert en 1994. Et depuis, il n'y a rien de nouveau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cibles en fait, disponibles sur les adventices. Et donc, on n'a pas de truc nouveau, et donc on ne peut que perdre. Donc, de toute façon, on va vers une impasse, et donc il faut en bouger. Et la prévention fait partie des choses qui permettent de bouger et de desserrer les taux dans lesquels on est. Moi, ce que je trouve avec ces deux innovations, c'est qu'en fait, on voit qu'on a envie de rentrer dans le champ pour éliminer les adventices quand il y en a beaucoup, mais peut-être quelque part, c'est déjà trop tard. Il faudrait Et donc, en intervenir fait, très la tôt. vraie en fait. difficulté, c'est comment est-ce qu'on arrive à imaginer qu'on utilise ces appareils seulement parce qu'il y a 3 chardons ou seulement parce qu'il y a 2 vulpins résistants qui restent. Et là, c'est effectivement la nécessité d'avoir ces informations sur la valeur de l'intervention, ces économies permises, et donc combien on a économisé d'argent à mettre en place ces stratégies vertueuses. Donc là, c'est des comparaisons entre exploitations qu'il va falloir faire, ou peut-être même entre régions, pour arriver à voir la manière Et c'est le d'alimenter ça. boulot de l'INRAE de les faire. Alors, Ou on c'est fait le des suivis de ce développement type-là. agricole plus. Non, mais par exemple, on fait des suivis de présence d'adventices résistantes chez des bio pour voir s'il y a eu une dissémination de proche en proche. Et de fait, on en trouve. Alors qu'ils n'ont pas utilisé d'herbicides, ils ont des populations résistantes présentes dans leurs parcelles. Et ça, c'est simplement parce qu'il y a des échanges de pollen ou des flux de graines de proche en proche. Et donc, c'est effectivement une gestion un peu collective au-delà de chaque parcelle qu'il faut essayer d'imaginer. Après, la modélisation apporte beaucoup d'éléments. Hein. À partir du moment où on collecte un certain nombre de données, on a des paramètres de modèle et on peut scénariser combien de fois il faut prélever, à quel moment il faudrait intervenir, y compris des scénarios, enfin des situations qu'on n'a jamais rencontrées. Romain, vous souhaitiez Oui, rebondir. je voulais argumenter un peu, c'est très intéressant ce que vous disiez. Moi, je mesure pas, je fais pas le calcul que je faisais avant en disant je vais faire trop de dégâts par rapport à mon salissement. Dès que j'ai un tout petit peu de vulpin, un tout petit peu de régras ou un rond de chardon, je passe avec ma machine, quitte à écraser un peu de blé. Je sais que je serai gagnant à l'avenir. Et je suis perdant sur le moment où je le fais. Parce que je vais écraser 100 mètres carrés de blé pour aller faire 3 allers-retours. Mais je n'aurai pas mon coefficient multiplicateur sur ma mauvaise herbe. Alors, je ne parle pas de votre machine, mais est-ce que vous seriez prêt à dépenser un peu d'argent, beaucoup d'argent, pour acheter des options comme celles qui sont proposées? Pour l'instant, j'ai réussi à réguler avec ma rotation et ma machine. Maintenant, si un jour mon état de parcelle se dégrade à nouveau, je devrais à nouveau trouver d'autres solutions. Ouais. Donc oui, je serais prêt. Ouais. Mais Aurélien, c'est compliqué à vendre, ce genre d'option. Alors, c'est compliqué. Bon, on arrive toujours à tout vendre, mais c'est sûr qu'on est sur une valeur marchande assez importante. Hein. Il faut compter entre 80 et 100 000 euros. C'est un peu comme les cimeuses. Alors, en plus, dans tous les modèles, je pense qu'il faudrait avoir les cimeuses. Il faudrait avoir les cimeuses, il faudrait avoir le destructeur de nupaille. Il faudrait travailler un petit peu sur tous les points, quoi. C'est très compliqué, en fait, de tout faire avec une seule chose. Et c'est vrai que ça fait des équipements, à force, qui font quand même des sommes assez importantes. Donc, c'est, je pense, le point limitant aussi du système pour le moment. Il faut que la motivation soit très forte quand même. Investir 100 000 euros pour... Enfin, ça en fait quelques litres sulfonylurée Ouais, à côté. Hein. Sauf le jour où vous avez strictement plus rien qui marche
Et là, en fait, vous êtes le bec dans l'eau. Bien sûr, et la Et- préservation de l'environnement aussi, ouais, tout à fait. Le système australien, sur un an, certains Australiens arrivent à le rentabiliser. Hein. Ouais. Sur des Alors, très en grandes fait- surfaces en Australie, ils arrivent à le En fait, eux, rentabiliser ils sur un font an. que du Roundup, Oui. sur du 3 litres de Roundup qu'ils appliquent sur des... avec Non, un des quoi site Terminator, Oui. ils arrivent à faire 5000 hectares. Oui. Ils économisent 5000 hectares de Roundup. De hein, Roundup. c'est- C'est énorme. Sur des grandes surfaces. La c'est- machine, il beaucoup l'estime plus pas cher Ouais. comparé Oui, à... ça veut dire qu'il y a un effet multiplicateur qui fait qu'en une année, on arrive aussi à limiter. Là-bas, en fait, ils n'ont pas de repousse de Ils ont grains, aucune ils n'ont repousse. pas de repousse non plus de gras, grâce à ça. Et, Et eux, ils c'est nettoient leur la seul. parcelle. Ils n'ont pas vraiment de programme phyto comme nous en Europe. Eux, c'est le Roundup. Et s'ils économisent le Roundup sur des grandes surfaces Sur des comme très ça, grandes surfaces. la machine est vite rentabilisée. La perception de l'agriculteur, la valeur ajoutée, le côté prophylactique dont on a parlé, il est évident ou il reste marginal uniquement à quelques agriculteurs? Alors le problème, c'est souvent, ça intéresse les gens une fois qu'ils sont un petit peu le bec dans l'eau quand même. C'est pour reprendre Elles ont les plus termes de... aucune solution. Et c'est vrai que des fois on passe devant des parcelles et on se rencontre notamment par la Seine-et-Marne justement à des gros régras résistants et ils savent plus trop quoi faire et c'est vraiment là qu'ils viennent un petit peu nous voir en nous disant qu'est-ce que vous avez à proposer. Alors au début ils voient des vidéos sur YouTube, alors ils nous disent quand est-ce que vous l'avez en Europe, on dit c'est pas trop les mêmes conditions que l'Australie donc laissez-nous un peu de temps. Mais ouais, c'est souvent quand même. Et quand il y a un réel problème qui vont venir nous voir. Enfin, je pense. Et comment on peut faire de la pédagogie à partir de ces cas extrêmes en disant de toute façon, attendez pas d'être dans cette situation-là parce que vous allez vraiment mettre du temps à récupérer. Et de toute façon, vous avez déjà perdu énormément en rendement. Oui. Parce qu'il y a des compétitions énormes. Dans ces Le vulpin configurations. et le régras, ouais, c'est dévastateur pour des rendements. Et donc, comment on utilise ces exemples-là pour dire ça vaut la peine d'investir très en amont, y compris à un moment où le problème n'est pas encore perceptible, quoi. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je pense vraiment au rôle de la modélisation sur ces sujets-là. Ouais. On peut faire de la prévention par rapport à différentes régions. Hein. Il y a des régions où on aurait été en Normandie plus tôt, essayer de comprendre ce qui se passait au bord des côtes. Le régras en Seine-et-Marne, on aurait peut-être su agir avant, mettre un peu de maïs ou avoir des machines de destruction mécanique en prévention. Alors, je n'ai un capteur qui coûte pas cher, c'est celui que va nous présenter Christian. Tenez bien haut le micro. Voilà. Oui, donc notre solution, c'est d'utiliser un capteur vivant à la base, c'est l'abeille. On l'utilise comme bioindicateur, puisque pour réaliser son butinage, tout simplement, elle va chercher dans la nature, sur un rayon de 3 km en moyenne, de l'eau du nectar du pollen. Et elle va le ramener à la ruche. Et notre solution chez Bigard, c'est de monitorer des ruches témoins de façon à faire plusieurs types de mesures physiques pour analyser finalement l'activité et la santé des abeilles et déterminer à partir de là des indicateurs de qualité environnementale pour pouvoir aider les agriculteurs dans la transition agroécologique, tout simplement. L'abeille, c'est l'œil de l'agriculteur déporté en fait 3 km à la ronde. C'est ça, ce qui est assez formidable, c'est que finalement on pourrait considérer que c'est un drone, mais c'est un drone naturel qui n'a pas de batterie et qui a une population très importante et donc qui va pouvoir réaliser un travail qui technologiquement et humainement, aujourd'hui on ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire. Et elle va faire ça tous les jours. Et c'est sympathique parce qu'en même temps qu'elle fait ses prélèvements, eh bien, elle réalise le service écosystémique de pollinisation dont on a besoin pour 75% des fruits, légumes, graines que l'on consomme. Donc l'un n'est pas au détriment de l'autre, bien sûr. Vous avez une ruche qui permet d'évaluer, en fait, donner un peu le détail de votre système. Oui, donc en fait, le principe, c'est qu'on va positionner des capteurs sur des ruches témoins. Donc les ruches sont positionnées sur des parcelles agricoles. On va avoir des capteurs à l'intérieur de la ruche pour mesurer notamment la température interne qui nous donne une information sur la ponte de la reine. Donc on vérifie le contexte d'élevage. On va avoir une mesure de poids pour avoir le rendement de butinage qui va être corrélé d'ailleurs avec les informations de météo. Donc il y a une petite station météo parce que c'est très important. Évidemment, on est sur un drone naturel mais qui reste parfois à l'aéroport parce qu'il pleut, parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a trop de vent. Donc si on veut des données robustes, il faut vraiment contextualiser les choses, il faut croiser les données. Et puis notre dernière innovation, c'est celle qui a été récompensée ici au CIMA Innovation Awards,
c'est Beehive, c'est un compteur d'abeilles en technologie vidéo qu'on vient placer à l'avant de la ruche. On prolonge en fait la planche d'envol et les abeilles, sans qu'elles soient contraintes finalement, vont passer sous les caméras, comme nous aujourd'hui, et vont être filmées en continu toute la journée. Et à partir de ce moment-là, une intelligence artificielle qu'on a développée va identifier dans le flux vidéo des abeilles ce qu'est une abeille finalement, le suivre, on appelle ça le tracking, et déterminer si elle rentre ou si elle sort. Ça c'est notre premier niveau, et c'est déjà énorme, parce que ça nous permet d'avoir le flux de butinage sur toute la journée, donc les taux finalement d'abeilles à l'extérieur de la ruche, à partir de quel moment, le plateau, c'est-à-dire le moment où on a l'effort de butinage le plus important, ce qui en soi est une information qui est aussi fondamentale pour les gens qui vont travailler sur l'optimisation des services de pollinisation. Et enfin, à la fin de la journée, les abeilles qui ne sont pas rentrées, c'est les abeilles qui sont mortes. Et c'est une mortalité tout à fait naturelle de base. Tous les jours, des abeilles meurent parce que tous les jours, des abeilles naissent. Et donc, on va avoir, suivant la période de l'année, entre 500 et 1500 abeilles à peu près qui ne vont pas retourner à la ruche et qui vont être normalement remplacées effectivement par l'élevage. Par contre, si on rencontre une collision, que ça soit une pollution industrielle, que ce soit une pollution urbaine, que ça soit une collision avec les pratiques phytosanitaires, mais également sanitaires potentiellement aussi, eh bien on va avoir des pics de mortalité. Et le gros avantage, c'est que justement, on parlait de rendre visible l'invisible. Aujourd'hui, il y a 35% de mortalité sur les colonies d'abeilles qui sont élevées par des apiculteurs. C'est énorme, 50% aux États-Unis. Et on s'en rend compte qu'à la sortie de l'hiver, quand les ruches sont vides, ou parfois pendant l'année. Mais c'est très très loin potentiellement du moment où il y a la cause de la collision, le début de la dépopulation. Ce n'est pas... C'est maintenant, je dirais même presque rarement des dépopulations totales. C'est souvent des dépopulations partielles, mais qui vont affaiblir la colonie. Et les autres stress, qui peuvent être des problématiques de biodiversité, des problématiques météo, la canicule cet été, vont entraîner après le déclin de la colonie. Alors, vous avez un compteur qui compte des abeilles, vous avez des maths, des équations, de l'intelligence artificielle qui permet de pouvoir extrapoler. Est-ce que vous avez la connaissance suffisante pour faire le lien entre l'évolution du nombre et justement un certain nombre de paramètres au-delà de ce que vous venez de dire ? Alors aujourd'hui, on s'entoure. Chez Bigard, on est 7 personnes. Donc bien sûr, on a des projets collaboratifs avec les équipes de l'INRAE, avec les équipes du CNRS sur des approches qui sont complémentaires. Avec les équipes d'INRAE, on travaille sur les aspects pollinisation, par exemple, les toxicités qu'on peut rencontrer sur des itinéraires culturaux. Et avec les équipes des CNRS, on travaille vraiment sur l'aspect sentinelle de l'environnement, avec des logiques liées à la biodiversité. Et finalement, tout ceci est un cercle qui va se recroiser sur les prochains projets. Et effectivement, on a une partie vous disiez de l'équation, on a le début qui est la collecte de données. On a la corrélation avec les informations de météo, c'est ce qu'on appelle le potentiel de butinage, c'est-à-dire qu'on fait un calcul théorique, est-ce que déjà notre drone va pouvoir décoller, et ça déjà ça objective beaucoup les données. Le deuxième aspect, c'est que comme on a les informations du cœur de ruche, on a les logiques de risques sanitaires inhérents à la ruche. Et donc une fois qu'on a éliminé tout ça, il nous reste effectivement les causes environnementales. Et là, on ne peut pas travailler tout seul. Bien sûr, c'est pour ça que notre solution, elle est commercialisée auprès des agriculteurs ou de certaines entreprises qui ont des gestions de foncier ou de paysage, ou des territoires qui ont bien sûr des gestions de paysage, parce que ni l'apiculteur ni nous n'avons le levier pour venir rééquilibrer la logique de biodiversité. Les seuls qui ont le levier pour faire un paysage favorable aux pollinisateurs, c'est les agriculteurs ou les gestionnaires des paysages. Donc le tout, c'est de effectivement rendre visible l'invisible, apporter de la donnée pour que toute la chaîne de travail puisse se mettre en route. Tout ça, c'est très bien, mais c'est uniquement les cultures sur lesquelles on met des ruches. Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que non. Parce que le service de pollinisation,
est une chose qu'on nous demande parce que c'est très important, je l'ai dit, 75% d'une partie de ce que l'on consomme a besoin de la pollinisation. Donc aujourd'hui, tout au début, on a fait des abacs en disant il faut un certain nombre de ruches à l'hectare pour polliniser les abricotiers, le colza semences, etc., sur toutes les filières qui ont besoin de pollinisation. Mais ce n'était pas des ruches dont on avait besoin, c'était des insectes. Et donc au fur et à mesure, les différentes recherches qui ont été menées, il faut rappeler qu'il y a 100 ans de recherche publique professionnelle, et donc en partie publique, avec des très bons représentants français, qui ont travaillé sur l'abeille, sur tous les aspects de l'abeille. La façon dont elle pollinise, la façon dont elle vit, dont elle reproduit, la façon dont elle réfléchit au niveau de la cognition. Et c'est un puits justement de connaissances dans lequel on puise aujourd'hui pour travailler. Et effectivement, la pollinisation est un axe très important. On est encore sur le rendement dans la pollinisation. Mais l'abeille, c'est un bio-indicateur. C'est le canari des mines, en fait. Donc, on peut très bien... Le blé n'a pas besoin... Contre le grisou, pour bien expliquer. Voilà. Oui, exactement. Donc, on peut très bien avoir des ruches qui soient à proximité de la grande culture céréalière, de vignes, qui n'ont pas besoin d'insectes pollinisateurs, ou alors très peu pour certains. Mais à ce moment-là, l'abeille ne va pas servir à polliniser, elle ne va pas servir à produire du miel, elle va servir à être l'indicateur de cette qualité environnementale. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources alimentaires pour nourrir les pollinisateurs pendant toute l'année ? Si ce n'est pas le cas et si on a des périodes de déficit, on peut implanter des couverts végétaux en bordure de champ, en interculture, en interrang quand on est en vigne par exemple. Est-ce qu'on a des collisions avec la vie de ces insectes ? Ça nous ramènerait à un délai beaucoup plus court pour essayer de changer de pratique. Christian. Oui, je trouve ça totalement passionnant. Je suis agriculteur, je viens d'acheter une Beelive. Moi, j'aime bien Believe aussi, Oui. mais c'est mon côté anglophone. C'est un double sens. Je trouve ça vraiment intéressant. Bon, j'ai un système, très bien, je le suis, je reçois des alertes sur mon smartphone. Un jour, il y a une mortalité excessive, je fais quoi ? Alors, Et puis, le complément, je suis très bon, j'ai une surprésence, l'indicateur dit que je suis dans le vert foncé. Comment je fais en sorte que les autres puissent apprendre de ce que j'ai mis en place. Donc, comment vous organisez tout ça ? Oui. Alors, il y a effectivement deux aspects. Pour le premier, si effectivement je détecte une surmortalité, la première chose, il faut encore rappeler ce rayon d'action de 3 km. Donc, l'avantage d'avoir la notification, je dirais, au plus tôt de cette détection de dépopulation, c'est que si la veille, on vient de faire un traitement fongicide, un traitement insecticide, on peut se dire qu'il y a quand même une très forte probabilité que ça soit en cause. Donc derrière, tout seul, en fait, je suis capable de me projeter en me disant, est-ce que j'aurais pu éviter la collision, décaler peut-être mon traitement ? Est-ce que mon technicien conseil peut me proposer des produits différents ? Est-ce que j'aurais eu une autre approche ? Et si je ne la connais pas, eh bien effectivement, il faut aller le chercher dans des services qui vont être complémentaires, qu'on ne va pas fournir aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas capter toute la chaîne de valeur, on veut être un maillon de la chaîne de valeur. Mais par contre, cette chaîne de valeur, il va falloir la créer, effectivement. Et elle existe aujourd'hui. Il y a des gens qui sont indépendants ou des techniciens en coopérative qui vont, à partir de cette information, j'ai créé une mortalité. Mais ce n'était pas pour créer une mortalité, c'était pour lutter contre un ravageur, par exemple. Comment je pourrais faire différemment ? Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je suis dans le vert complet. Donc c'est formidable. Ça veut dire que dans mon environnement, je suis dans un équilibre qui est satisfaisant. Et là, ce qui est intéressant, c'est effectivement de partager, je dirais, le premier cas autant que le deuxième. Donc le partager, ça passe souvent par effectivement les structures des coopératives, des chambres d'agriculture. Mais moi, je suis un convaincu de la science participative. Et là, on n'a pas de raison d'avoir des freins sur la logique de biodiversité, à partager des données avec consentement, bien entendu, avec la recherche publique,
qui va pouvoir mener quand même des efforts intellectuels qui sont sans commune mesure avec une petite société comme la nôtre. Au-delà de la mécanique, de l'électronique, est-ce que vous pensez, Xavier Rebout, que les bioindicateurs sont fiables, vont se développer dans le futur, vont devenir aussi courants peut-être que Moi, je pense que les indicateurs il y a technologiques? encore un grand chemin devant nous, mais effectivement, pour des utilisations de recherche, on voit qu'on apprend énormément de choses et que ça va très vite. Moi, je suis vraiment impressionné par toutes ces technologies qui consistent à utiliser le vivant pour nous informer sur le fonctionnement de l'environnement. Et donc, avant, on faisait du radio-tracking sur des gros animaux, donc c'était facile. Et là, avec la miniaturisation, on peut aller de plus en plus proche d'organismes de petite taille. Et puis là, on passe sur finalement des capteurs de type passif, où en fait, on laisse les animaux vivre et on met quelque part un élément qui permet de tracer leur activité. Alors là, on le fait avec des abeilles. Demain, on peut le faire en écoutant simplement le fond sonore pour savoir s'il y a des criquets, s'il y a des oiseaux présents. Et toutes ces informations-là, elles vont servir à donner une mesure de la qualité de l'environnement. Et on attend effectivement de l'agriculture qu'elle soit capable de produire tout en maintenant un système durable. Et donc, c'est des informations dont on a finalement besoin pour arriver à s'assurer que tout ce que l'on met en place s'inscrit bien dans une agriculture durable et pour lequel l'environnement est préservé. Une relation avec la nature harmonieuse. Christian. Pour aller dans le fil de ce que vient de dire Xavier, dans le cadre du programme prioritaire de recherche qui s'appelle Cultiver et protéger autrement, il y a un projet que je trouve absolument remarquable qui s'appelle Ferrosensor, où en fait on utilise la capacité que l'on a à repérer des odeurs émises par les insectes dans l'environnement. Ce qui, si on met plusieurs capteurs comme ça, qui sont quand même un peu particuliers, hein, c'est des plaques de diamant, donc pas accessible pour toutes les bourses, Bigard, pas encore aujourd'hui. Mais non, en fait, l'objectif, c'est de le développer. Et donc, si on en a plusieurs couplés à des modèles d'aérologie, on est capable d'identifier où sont les insectes, combien il y en a, et évidemment les espèces que l'on a. Et donc, en fait, on a un moyen de surveillance de l'état du milieu. Donc, on est, de la même façon que le mot collision, en fait, on est plutôt à regarder ce qui nous pose problème, mais on peut faire la même chose par rapport à ce qui nous rend service. Et donc, d'avoir en fait un indicateur assez complet au travers d'indicateurs biologiques de l'état du milieu, et encore une fois, d'avoir une photographie pour pouvoir identifier ce que sont les leviers efficaces. Toute dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Est-ce qu'on peut imaginer d'équiper, peut-être demain, des abeilles, des bourdons, comme on le voit déjà, de composés qui vous permettraient d'avoir, composés technologiques ou électroniques, qui vous permettraient d'avoir des éléments, des informations supplémentaires? Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être qu'à la préhistoire de ce type de bioindicateur. Alors, très clairement, on est au début. On est vraiment au début. Et d'ailleurs, le choix même, on me questionne parfois, puisqu'on parle de biodiversité, on me questionne parfois pourquoi choisir l'abeille, qui est finalement un insecte qui est alors domestiqué, je le mettrai entre guillemets, et je proposerai aux gens d'aller s'occuper des ruches. Voilà. Mais effectivement, bon, c'est vrai que ça fait rentrer dans la catégorie des élevages. Mais en fait, c'est de l'opportunisme pour aller vite. Aujourd'hui, je l'ai rappelé, un puits de connaissances grâce à la recherche publique et internationale. Ça, c'est le premier point. Un insecte social qui a la bonne idée de bien vouloir revenir dans une caisse en bois qu'on lui a confectionnée. Et puis, effectivement, donc l'observer, c'est finalement, alors facile, je le mettrai aussi entre guillemets par rapport à mes équipes qui ont beaucoup travaillé, mais effectivement, c'est un premier niveau qui est accessible. La preuve, on l'a fait. Le niveau d'après, moi je ne pense pas que ça soit de mettre un sac à dos aux abeilles, aux insectes, aux chauves-souris pour aller faire d'autres prélèvements. Elles font déjà beaucoup de prélèvements. Par contre, je pense qu'effectivement, de l'espèce parapluie qu'est l'abeille, on a d'autres espèces parapluies qui peuvent être certains oiseaux, certains peut-être mammifères, qui sont plus ou moins faciles à observer. Et pour moi, la continuité, ça va être, enfin l'avenir plus exactement, ça va être un moment peut-être d'aller chercher des compléments d'information, puisque effectivement dans cette chaîne des écosystèmes, l'abeille a une place centrale, mais il y a bien sûr des choses qui vont peut-être lui passer à côté, ou des choses encore plus intéressantes qui auraient des signaux faibles, précurseurs ou successifs. Et donc pour moi, je pense que l'avenir est sur le fait de bien ancrer effectivement déjà des bioindicateurs qui sont vraiment avec une place large et centrale, et ensuite de travailler sur des spécificités et peut-être de déployer donc d'autres systèmes d'observation sur d'autres équipements, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
Alors, il y a des analyses de son, il y a des analyses vidéo qui peuvent être faites in natura. C'est un élément et une opportunité assez extraordinaire de pouvoir faire des tests in natura. Xavier Roboux, Christian Lubin, Aurélien Pichard, Romain Bouillet et Christian Huyghe, merci à vous d'être venus ici pour débattre de cette question passionnante. Et puis surtout, merci à vous. Merci. Merci. Jean-Paul.